Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être là pour mon talk et pour parler d'automatisation. Je voudrais commencer par un petit point, c'est, vous le savez tous, cet été c'est les JO en France. Et les JO, ça veut dire que tout le monde regarde la France, tout le monde vient, enfin plein de gens viennent en France. Et si plein de gens viennent en France, eh ben, l'impact que ça a aussi, c'est si jamais il y a un problème qui se passe en France, il y aura des retombées internationales. Et donc ça fait aussi que c'est aussi intéressant pour les hackers. Quand il y a eu les JO à Tokyo, ils ont eu énormément d'attaques et ils sont devenus le pays le plus attaqué au monde. Et c'est ce qu'on prévoit aussi pour la France. On prévoit 4,5 milliards d'attaques. Il y a un petit site que moi j'aime bien, hop, qui a été développé par Kaspersky, où on voit donc les différentes attaques en temps réel dans le monde, avec donc les catégories d'attaques, et sur chaque pays, est-ce que, à quel point c'est attaqué ou pas. Donc là, on voit par exemple la France, c'est le 17e pays le plus attaqué actuellement. Ce qui s'est passé, c'est, en général, les pays les plus attaqués, c'est la Chine et les États-Unis, comme on s'y attend. Et donc pendant les JO de Tokyo, ça a été le Japon le plus attaqué. Et effectivement, il y a eu certains problèmes, il y a eu certaines fuites de données, il y a eu un moment où les tickets étaient plus accessibles, et ça a eu des répercussions mondiales. Et donc, on s'attend à la même chose en France. Bon, je vous enlève ça parce que c'est un peu hypnotisant. Moi, ça m'arrive parfois, je regarde un peu et je trouve ça assez stylé. Mais ce n'est pas le but de cette présentation. Et donc, il faut sécuriser nos sites absolument avant les JO. Surtout si vous travaillez dans ce qui a trait aux JO. Mais aussi, ça va toucher à plein d'autres choses. Ça va toucher à la santé, ça va toucher au transport. Et tout ce qui va se passer en France sera beaucoup plus mis en avant dans les médias qu'en général. Donc moi, je m'appelle Marine Duménil, je suis développeuse, je suis tech lead aussi d'une équipe, et donc depuis un peu plus d'un an, je suis responsable du pôle cybersécurité, et donc j'aide les développeurs au sein de ma boîte en tant qu'expert cybersécurité. Ma conviction, et mes convictions, c'est que la sécurité, ça marche que si on le fait ensemble, que si on fait de la sécu avec les développeurs. Et donc, il faut automatiser au plus proche du développeur, l'aider au maximum, aider l'ensemble des développeurs. Et aussi, souvent, on voit la sécu comme les mecs qui sont un peu loin, qui font de la compliance, donc qui vont suivre les lois et qui vont vous saouler quand vous allez mettre en prod et vous dire ah non, mais ça ne peut pas marcher, il faut que tu mettes tel outil en place. Et donc, ça vous prend 2 semaines de plus pour mettre un outil qu'ensuite personne ne regarde et qui ne sert à rien. C'est pas ça le but. Le but, c'est la sécurité, c'est super cool, ça permet de faire des super produits. Et donc, il faut simplifier la vie des devs. En fait, il y a plein de trucs de sécu qui simplifient notre vie. Par exemple, les gestionnaires de mots de passe, c'est trop cool. C'est fait qu'il n'y a plus besoin de retenir 15 mots de passe. Ou 15 000 mots de passe. J'espère que vous êtes plus proche des 15 000 ou des 15, mais... parce que, ou pire, il y a les gens qui retiennent qu'un seul mot de passe et qui utilisent ce même mot de passe partout. Je me doute bien sûr que personne n'est dans ce cas dans la salle, et donc que vous avez même tous un gestionnaire de mots de passe. Super chouette. Et ça va aider tout le monde. Moi, j'en ai parlé même à des gens qui ne sont pas du tout dans le monde de la tech. J'ai installé un gestionnaire de mots de passe pour mes parents, et maintenant, ils adorent ça, ils n'ont plus rien à retenir. C'est super simple, on se partage des mots de passe dans la famille quand on en a besoin, parce qu'on est sur la même mutuelle, etc. Et c'est super facile. Et donc, ça simplifie la vie. Et le but, c'est que la sécu qu'on fait au quotidien dans nos projets, ça simplifie aussi notre vie. Théodo, petit instant pub, c'est mon entreprise. On est une entreprise de services et on développe des applications web pour des grands groupes, des petites startups, plein de projets différents. Et on utilise plein de technos différentes, un peu les technos à la pointe qui sortent. Voilà, si vous êtes intéressé, c'est pas le but de mon talk, mais on peut aussi en parler. Donc, les équipes ignorent leurs failles de sécurité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? En fait, il y a probablement des failles dans vos applications et elles sont ignorées. Il y a une étude qui a montré en 2020 qu'il y avait 50% des applications web qui contenaient une faille critique. Qu'est-ce qu'on entend par faille critique? C'est de l'accès à des données personnelles des utilisateurs ou une exécution de code qui est possible. Qu'est-ce que j'entends par ignorer? Il y a 2 manières d'ignorer ces failles. Il y a le fait de pas du tout les connaître. Ça, c'est il n'y a personne qui s'en occupe. Il n'y a pas eu de test d'intrusion. Il n'y a pas eu
il y a personne qui va vraiment aller creuser, est-ce qu'il y a des failles? Donc il y en a peut-être, mais personne n'est au courant. Mais il y a aussi la partie ignorer consciemment ces failles de sécurité. Moi, j'ai déjà vu sur des projets, il y a un développeur qui dit « Tiens, c'est bizarre ce qu'on a fait, est-ce qu'on a bien protégé notre API ?» Et en fait, après, derrière, ça va dans un petit ticket qui est loin dans le backlog et qui ne sera jamais pris. Et donc, on sait qu'il y a un petit problème, mais on ne le regarde pas, on le laisse dans son coin et on n'y touche pas. Alors, pourquoi les failles, elles sont ignorées? Est-ce que vous avez des idées sur pourquoi c'est ignoré? Ouais. Le budget, ouais, très bien. D'autres idées? Vas-y. Le temps, ouais. Parce qu'on n'y pense pas, ouais, c'est un très bon point aussi. L'incompétence, c'est un vrai sujet. C'est pas sexy. Ça, c'est faux. Non, mais oui, c'est vrai, ça peut faire peur. Je tendrais plutôt dans ce sens-là. Donc, ouais, c'est des très bons points. Donc, il y a la partie, effectivement, c'est complexe. C'est pas vraiment... Moi, je ne le tournerai pas en mode c'est de l'incompétence, mais il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière. C'est pas hyper simple. Pourquoi c'est complexe? En fait, si on prend un projet super basique, donc j'ai mon front, mon back, quelques dépendances, et puis je peux appeler une API externe, avoir une base de données, peut-être stocker des fichiers. Où est-ce que là, je peux avoir des failles de sécurité? Partout. Vraiment, ça peut être dans mes dépendances, ça peut être dans le code que j'ai écrit, dans le code qu'une autre équipe a écrit, dans la façon dont j'appelle mon application externe, etc. Donc je peux vraiment avoir des vulnérabilités partout. Et en plus, ces vulnérabilités, elles surviennent souvent. Pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, on a 50 nouvelles CVE par jour en moyenne. Donc effectivement, ces 50 CVE, elles ne vont pas toutes concerner votre code, mais c'est énorme. Donc si vous devez aller chaque jour regarder est-ce que ces 50 CVE, elles me concernent, on est bien d'accord que c'est pas maintenable. Voilà, donc ça peut être partout. Il y a beaucoup d'évolutions dans la cybersécurité et on ne sait pas toujours comment faire. Le deuxième point, c'est le manque de responsabilité. Donc c'est qui s'en occupe? Parce qu'en fait, s'il n'y a personne qui s'en occupe, ça ne marche pas. Et quand il y a tout le monde qui s'en occupe, ça ne marche pas non plus. Parce que quand tout le monde est responsable de quelque chose, ça veut dire que personne n'en est responsable. Je suis sûre que vous avez tous déjà eu des réunions où on se dit « Ah, notre application, elle est un peu lente, et puis il y a telle page où on pense qu'il y a peut-être un problème, et il y a probablement une faille de sécurité dans la route 57 de telle API. » Et à la fin de la réunion, on se dit « Ok, il faudra traiter ces sujets. » Et le « il », le « on », c'est personne. S'il n'y a pas une personne qui dit « Moi, je prends le sujet à bras-le-corps et je m'en occupe. » Et je fais intervenir qui il faut, hein, il n'y a pas de problème. Ça peut être quelqu'un qui est hyper junior, qui dit « Ok, moi je vais essayer de tirer ce sujet jusqu'au bout, avec l'aide des autres, mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. » Et donc, c'est ce qu'on a dit, ce que vous avez dit, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le budget, c'est la pression du delivery. En fait, on va vouloir plutôt sortir des nouvelles features. Du coup, on ne va pas prioriser ces sujets-là, et donc, il n'y aura personne qui aura la casquette sécu qui va aller tirer ce sujet. Et le dernier point, c'est l'impact non immédiat. Ça, moi, on m'en parle souvent, on me dit souvent, on ne sait pas quel impact ça a, et on ne sait pas si ça arrivera. Moi, j'aime pas trop ce « si », on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Parce que, en fait, les attaquants, eux, ils deviennent de plus en plus forts. Tous les jours, ils travaillent sur leurs outils. Donc, il y a des bots qui scannent tout le web, il y a des scripts qui passent tout seuls et qui vont aller voir est-ce qu'on est vulnérable. On l'a vu avec, je pense que vous avez tous vu, il y a quelques années, il y a eu Log4j. Et au bout de 3 mois après la publication de la vulnérabilité, il y avait déjà des scripts automatisés qui passaient pour essayer d'exploiter sur les différents sites. Et ces scripts, ils sont de plus en plus performants. Donc, si vous avez une faille, au bout de quelques temps, le script de l'attaquant il sera suffisamment performant pour vous attaquer. Et on le voit aussi avec notamment l'IA, où il y a il y a de moins en moins de réflexion nécessaire pour déjà faire des petits scripts qui vont tester des choses et voir si vous êtes vulnérable. Et
peut-être que aujourd'hui, le script ne marchera pas sur votre site et il marchera sur celui du voisin. Et le problème, c'est que quand le voisin il sera mort, après, ce sera à votre tour aussi. Et en plus, si jamais vous allez chercher cette faille, si vous allez vous creuser, vous plonger dans le code, parfois, en fait, une faille, on ne sait pas trop ce que c'est. Parfois, on a un peu cette image de c'est complexe, etc. Mais en fait, une faille de sécurité, c'est un bug. C'est un défaut de conception. Et un bug, parfois, c'est parce qu'un développeur ne comprend pas bien ce qu'il écrit. Parfois, c'est parce que la lib externe, elle n'est pas très claire et on l'a mal utilisée, etc. Mais donc, c'est un défaut de conception dans notre programme, et donc, ça entraîne des anomalies. C'est un peu différent quand même d'un bug habituel, ça ne va pas être remonté par vos utilisateurs ou votre métier, ou alors c'est trop tard, ou alors vous faites du bug bounty, donc c'est des programmes où il y a des gens qui essayent de vous attaquer et qui vous remontent les vulnérabilités. Donc c'est très cool, mais vous devez quand même payer. Donc voilà, c'est pas l'idéal. En plus, c'est difficile parfois de mesurer l'impact, et on ne sait pas toujours comment corriger, ça peut être complexe derrière. Donc, si par exemple, moi je me dis, ok, je vais tester mon appli, donc je vais prendre le top 10 de l'OWASP. Qui connaît l'OWASP ici? Ok, bon, il y a quasiment tout le monde. Je vais juste faire un petit point. Donc l'OWASP, c'est Open Worldwide Application Security Project. C'est un projet, c'est une association de gens qui essayent d'améliorer la sécurité, initialement la sécurité web, mais depuis 2 ans, on fait aussi du mobile, du cloud, enfin plein de choses autour. Et donc tous les 3-4 ans, il y a un top 10 qui sort avec une étude des plus grosses failles qu'il y a eu et l'impact qu'il y a. Et donc ils vont classer comme ça par catégorie une idée de ce qu'il faut le plus corriger, de ce qui est le plus présent sur le web. Donc moi je me dis, ok, je vais regarder ce top 10 et je vais me dire, je prends mon application. Donc le premier, c'est le contrôle d'accès qui est cassé. Trop bien, je vais aller regarder mon contrôle d'accès. Donc là, je regarde mon contrôle d'accès et j'ai plus de 300 endpoints de mon API. Je me dis, ok, c'est trop cool, mais je ne sais pas quoi en faire en fait. Déjà, je ne connais pas tous les endpoints, je ne sais pas forcément ce que c'est la règle métier derrière, et donc c'est juste intenable. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'il faut automatiser. Comment vous êtes, vous, si vous n'automatisez pas? Vous êtes comme ça, en fait, vous n'avez aucune alerte qui remonte, donc il n'y a pas d'alarme incendie, et ça a l'air d'aller très bien dans votre application, mais en fait, y a peut-être des failles de partout, des bugs de partout, et donc vous êtes au milieu des flammes et vous ne vous en rendez pas compte. En général, il faut 212 jours entre le moment où il y a une vulnérabilité qui est introduite en prod et le moment où on s'en rend compte et on la répare. D'ailleurs, je crois qu'il faut 76 jours aussi en moyenne entre le moment où on s'en rend compte et le moment où on la répare. Ça, c'est un peu long aussi. Mais en tout cas, c'est énorme, en fait. C'est quasiment 1 an. Et il y a eu une petite phrase aussi, alors, je ne sais plus qui avait dit ça, mais c'est soit vous vous êtes fait attaquer, soit vous êtes, et vous le savez, soit vous vous êtes fait attaquer et vous ne le savez pas. Donc voilà, à vous de voir dans quelle catégorie vous êtes. Donc il y a des super outils qui existent pour détecter ces failles. Il y a de l'analyse statique du code, de l'analyse dynamique, etc. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle SEMgrep, qui permet de faire une analyse statique de son code et déjà de remonter beaucoup d'informations. Il y en a plein d'autres que je ne citerai pas forcément. Il y en a certains qui sont gratuits, il y en a d'autres qui sont payants. SEMgrep, ils deviennent de moins en moins gratuits, malheureusement. Mais c'est encore assez facile à lancer sur un projet et à avoir une bonne partie des features intéressantes. Donc, moi, je l'ai lancé sur JuiceShop. Donc, JuiceShop, c'est un projet de l'OWASP. Ils ont fait un projet qui est volontairement vulnérable. Donc, c'est une page web. Ça permet de se former, par exemple, à des tests d'intrusion. Mais ça permet aussi de se former à trouver du code, en regardant directement le code source, à trouver du code qui n'est pas bon et de tester aussi des outils. Donc, moi, je l'aime bien pour aller tester différents outils. Donc je l'ai lancé en amont parce que ça prend un peu de temps. Et donc ça me donne cette page. Donc c'est assez chouette. J'ai les différentes failles qui ont été trouvées sur mon projet. Je peux changer comment je les trie. Je peux voir quelle faille c'est et où est-ce que c'est présent. Je peux même aller cliquer directement sur ma faille et ça va me donner la ligne de code sur laquelle j'ai un problème. Donc ici c'est un directory traversal, donc ça veut dire que je peux
changer d'endroit où j'écris mon fichier, par exemple, ou accéder à des fichiers en dehors de l'endroit qui est prévu initialement. Et j'ai plein d'informations, je peux aller regarder le détail de ma faille, et j'ai de petites explications sur ce qui se passe. Donc ça, c'est super cool. Moi, quand je vais voir mes équipes, bah, souvent, on se dit, OK, si on ne l'a jamais fait, on lance SEMgrep, et puis on regarde déjà ce que ça remonte. Et ça donne déjà beaucoup d'informations sur le code, et ça donne une première idée de ce qu'il y a sur votre code. Hop. Donc voilà. Le problème, c'est qu'il y a quand même quelques faux positifs qui remontent, et il y a aussi les failles métiers qui ne remontent pas. Donc moi, mon problème initial, c'était je voulais aller regarder le top 1 de l'OWASP, donc le contrôle d'accès, mais en fait, ce genre d'outil, ça ne va pas trop m'aider à avoir du contrôle d'accès, parce que mon contrôle d'accès, souvent, c'est des besoins métiers. Par exemple, je veux qu'un admin il puisse mettre à jour les commandes, et qu'un utilisateur il puisse mettre à jour que sa propre commande. Et tout ça, c'est vraiment dans le contexte métier qu'on va le connaître. Donc pour ça, moi j'utilise un outil Lean qui est le QRQC, et je vous en parle tout de suite. Donc apprendre de ces failles. Comment ça marche? Il faut donc avoir 3 groupes ensemble pour comprendre ce qui se passe dans notre système. Il faut la connaissance métier, c'est comme ça qu'on comprend quels vont être les problèmes de nos utilisateurs. La connaissance de l'application, donc ça c'est vraiment les développeurs, comment ils ont développé, et des connaissances en cybersécurité. Et en fait, ce qui est hyper intéressant quand on fait ça, c'est, moi je fais des points, je trouve que ce qui est assez cool de le faire, c'est soit d'en faire une fois de temps en temps, et de faire un bilan de l'état de notre application, ou soit de le faire avant une nouvelle fonctionnalité qu'on va développer, pour déjà avoir une idée en amont de ce qu'on va développer, et de quels sont les risques. Et en fait, tous ces membres-là, ils vont pouvoir vous aider sur la sécurité. Parce que le métier, ils vont dire « Ah oui, un risque, par exemple, moi je sais que mon admin, il doit mettre à jour ses commandes, mettre à jour toutes les commandes, et qu'un utilisateur, il pourra mettre à jour que ses propres commandes. » Le développeur, lui, il va dire « Ah oui, nous, dans notre application, on fait du contrôle d'accès avec, je sais pas, avec tel décorateur, ça marche comme ça, et peut-être qu'on ne l'a pas mis à jour depuis quelques temps. » Peut-être qu'il faut aller creuser de ce côté-là. Et l'expert en cybersécurité il va pouvoir lui poser les bonnes questions pour diriger la discussion aussi et voir où sont les risques. Et en fait, ça, c'est juste une analyse de risque. Et donc, il y a plein de standards du marché. Moi, ce que je recommande aussi, que je n'ai pas mis là, mais c'est Fast, Cheap and Good, qui est de Adam Shostak, qui explique justement comment faire des bonnes analyses de risque. C'est assez intéressant et je n'ai pas prévu d'en parler. Je digresse. Donc comment ça marche pour nos projets? Ce qu'on utilise, c'est le Lean. Le Lean, la méthodologie Lean, c'est quelque chose qui a été développé par les usines Toyota, donc vraiment dans le marché de l'industrie. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller regarder, quand il y a des défauts, les pièces réelles sur le terrain, comprendre ce qui s'est passé, et donc trouver une amélioration par rapport à cette pièce. C'est exactement pareil, ce qu'on fait dans le code, c'est on a trouvé une faille, ou ça marche aussi pour les bugs, mais bon, moi je le fais surtout pour les failles de sécurité. On a trouvé une faille, et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'endroit où il y a eu la faille. L'endroit où il y a eu la faille, pour nous, c'est le code. Donc on va aller regarder spécifiquement le code, la pièce réelle de ce qui s'est passé, et on va regarder la donnée de qu'est-ce qui s'est passé sur cette faille. Par exemple, on va aller pouvoir regarder la donnée de est-ce qu'il y a eu des logs, est-ce que ça a été utilisé, est-ce que quelqu'un a exploité cette faille. On va aller regarder aussi la donnée de quand est-ce que ça a été introduit, pour quelles raisons, dans quelle feature on a pensé que c'était une bonne manière de faire les choses, alors que ce n'était pas le cas. Donc QRQC, c'est Quick Response Quality Control. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un QRQC? On va identifier notre problème, comprendre la faille précisément, comprendre notre code. On va le caractériser, parce que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour comprendre comment le corriger derrière. On va corriger, sécuriser notre application. Et ensuite, on va faire toute une analyse de qualité pour mieux comprendre ce qui se passe derrière et en tirer des apprentissages. Donc on va analyser les causes racines de notre faille. On va mettre en place des actions correctives à plus long terme. Et on va capitaliser, donc le partager aux différentes équipes
et montrer ce qu'on a appris de notre QRQC. Donc bon, c'est beau tout ça, ça c'est de la théorie. Comment nous, on le met en pratique? Donc, ah oui, non, petite slide avant. Ça, c'est ce que ça a montré dans l'industrie déjà. Donc, chez Valeo et chez Safran, il y a eu des énormes améliorations. Chez Safran, par exemple, ils ont analysé leur taux de livraison, pourquoi c'était pas à l'heure, et donc ils ont augmenté de 15% leur taux de livraison à l'heure. Et ils ont amélioré de 10% la qualité de leurs produits. Donc c'est aussi un superbe gain pour votre business. Si vous avez moins de failles ou moins de bugs, c'est aussi moins de temps passé à creuser ce qui s'est passé. Donc dans mes équipes, ce qu'on fait, c'est on utilise ce template de QRQC. On va zoomer un peu sur les différents points pour comprendre ce qui se passe. Et donc, ça nous permet d'avoir déjà un frame de comment on va réfléchir à notre problème. Donc, on va prendre un cas qui est plus ou moins réel. Et donc, ce qui s'est passé sur mon projet, c'est il y a eu une faille de contrôle d'accès. Et donc, comment il y a eu cette faille? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'abord, on va décrire notre problème du point de vue de l'utilisateur. Donc, ce qui se passe, c'est sur mon projet, en tant qu'utilisateur, je peux changer, modifier le compte de n'importe quel utilisateur sans être connecté. Donc là, clairement, on a un problème de contrôle d'accès. Je vais pouvoir changer le compte de mon voisin. Là, ensuite, on met vraiment le code réel, ce qui s'est passé. Donc, on regarde le bout de code qui s'est passé. Et là, on voit, donc moi, je fais du Java sur mon projet, je fais du Spring Boot. Et donc, comment on a décidé sur notre projet de gérer le contrôle d'accès? C'est on utilise des annotations pre-authorize. Ce que ça fait, c'est ça vérifie que l'utilisateur a le bon rôle pour appeler une route. Et donc là, dans mon cas, dans ma route Creator Update User, il aurait fallu qu'il y ait une annotation pre-authorize. Et donc, pourquoi il n'y a pas cette annotation pre-authorize? On va analyser les causes de ce problème. Donc sur mon projet, ce qui s'est passé, c'est Justine, elle a copié-collé la fonction de création d'un compte utilisateur. Alors on le dit souvent, copier-coller c'est pas bien, mais bon, on le fait quand même tous parce que ça permet de gagner du temps. Et donc évidemment, la fonction de création d'un utilisateur, comme n'importe qui peut se créer un compte sur notre plateforme, c'est pas du tout un problème qu'il n'y ait pas de pre-authorize dessus. Et donc, quand elle l'a copié-collé, elle a modifié son code pour faire le update user, mais elle n'a pas rajouté cette fonction pre-authorize. Donc ce qu'on se dit comme contre-mesure, qui pourrait être cool, c'est d'ajouter une annotation explicite de permission sur tous les utilisateurs. Et donc on peut repasser sur tous les contrôleurs et ajouter le pre-authorize permit all. C'est même dans la doc, dans les docs officiels, où vous pouvez trouver ce permit all. Et donc ça permet d'autoriser n'importe qui, mais la fonction pre-authorize, elle est là. Et probablement que si quelqu'un d'autre va copier-coller la fonction plus tard, si on voit dans la code review, il y a un pre-authorize permit all, au moins ça va permettre de se poser la question, est-ce que c'est la bonne chose à faire? Même le développeur, quand il va copier-coller et qu'il va mettre à jour sa fonction, il aura au moins un petit warning de est-ce qu'il faut que je modifie cette partie-là de ma fonction aussi. En plus de ça, donc, on se dit aussi, c'est toute l'équipe qui est concernée par cette faille. Et donc, Léo, le product owner, il n'avait aussi pas précisé dans le ticket s'il fallait être authentifié. Et donc, par exemple, est-ce qu'il fallait être un admin pour modifier les comptes utilisateurs ou est-ce que n'importe qui pouvait le faire? Et donc, on va ensuite lui présenter aussi ce QRQC pour le former sur la sécurité et l'alerter sur ce que ça engendre. Donc ça, c'est cool, c'est la première partie, c'est pourquoi ça a été introduit. Et la deuxième partie du QRQC, c'est pourquoi ça n'a pas été catché avant, pourquoi c'est arrivé jusqu'en production. Et donc là, on va vraiment analyser plutôt est-ce qu'on aurait pu mettre quelque chose en place pour que ça n'arrive pas jusqu'en production. Donc, par exemple, sur notre cas, c'est le contrôle d'accès, il n'est pas vérifié sur toutes les routes, sur les différentes routes. Donc, on peut se dire, pour ce bout de code précis, pour ma fonction d'update de mon utilisateur, on peut créer un test pour vérifier qu'il y a bien une 403 quand un utilisateur n'est pas authentifié, ou quand on essaye de modifier le compte d'un autre utilisateur sans être admin. Et on peut même aller plus loin et se dire, mais pour tout le reste, comment faire pour pas que ça se reproduise ailleurs? Et donc dans ce cas-là, on va ajouter
Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on ajoute un test générique qui vérifie qu'on a toujours un pré-authorize sur nos contrôleurs. Comment ça se matérialise dans mon projet? C'est on utilise des fitness functions. Donc les fitness functions, c'est des fonctions de vérification d'une architecture. Et donc, on va créer notre fitness function et tester que tous nos contrôleurs sont secured, c'est-à-dire qu'ils ont la notation pré-authorize. Et comme ça, on va s'assurer que ça ne va pas être le cas plus tard. C'est un cas qui est quand même inspiré de faits réels. Et sur mon projet, cette fonction-là, je l'ai déjà vu fail au moins 2 fois en CI. Donc il y a au moins 2 fois où des développeurs ont oublié de mettre un pré-authorize sur leur route. Et donc où il y avait des routes qui étaient accessibles alors que ça n'aurait pas dû être le cas. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, grâce à ce QRQC, nous, on a eu plusieurs apprentissages sur nos projets. Donc moi, sur mon projet, j'ai 436 endpoints en vrai. Donc c'est pas mal. Hein, c'est un projet assez long et qui du coup a grossi, et donc il y a beaucoup d'endpoints. Et donc c'est compliqué à gérer aussi. Et donc ce que j'ai fait, c'est j'ai développé un petit outil hyper basique qui me permet de lister tous mes endpoints, de lister la méthode associée et le pré-authorize. Et donc maintenant, je peux voir en un coup d'œil, presque parce que 436 faut un peu scroller, mais pas loin, et qu'est-ce que j'ai comme pré-authorize sur chacune de mes routes. Je peux regarder les rôles qui sont accessibles, est-ce que c'est pertinent, je peux regarder aussi s'il n'y a pas de pré-authorize. Ça n'arrive plus sur mes API, heureusement, parce qu'il y a le premier petit test, mais il y a des gens qui ont déjà utilisé cet outil et qui m'ont remonté « Ah, mais c'est trop cool, j'avais pas vu que j'avais certaines routes qui n'avaient pas de pré-authorize et donc qui ont pu corriger aussi derrière. » Donc c'est open source, n'hésitez pas à l'utiliser aussi si vous faites du Spring. Et donc je serais hyper contente d'avoir aussi des retours dessus et qu'on l'améliore. Donc comment ça marche cet outil? C'est grâce à un abstract syntax tree. Donc on va aller analyser depuis le POM. Ah oui, donc ça marche que en Maven d'ailleurs, c'est parce que ça utilise le POM.xml. Et donc on va aller analyser depuis le POM l'ensemble des fichiers qui sont présents. Donc on va trouver les contrôleurs. Et donc ensuite, avec ces contrôleurs, on va aller chercher les annotations. Et je ne sais pas si j'ai... Ouais, donc voilà, là on va aller chercher les différentes annotations, filtrer celles qui correspondent à nos pré-authorize. D'ailleurs, en Spring, il y a 3 manières de mettre du contrôle d'accès via des décorateurs. Il y a des pré-authorize, des roll the load et des secured. Donc j'ai géré les 3 manières. C'est un des petits problèmes parfois, je trouve, d'avoir trop de méthodes possibles, trop de manières possibles de faire quelque chose. Et ce qui fait que c'est moins clair entre les différentes équipes et qu'on a plus de mal à se former. Mais en tout cas, dans mon équipe, on a décidé d'utiliser que les pré-authorize. Mais pour que d'autres puissent l'utiliser, je l'ai aussi mis dans mon projet. Et donc voilà, on va aller regarder est-ce que j'ai bien un pré-authorize et est-ce qu'il vient bien de Spring Framework Security. Pourquoi on vérifie qu'il vient bien de Spring Framework Security? Parce que j'ai déjà vu des gens se dire ah, ça fail parce qu'il n'y a pas de pré-authorize. Je vais créer mon pré-authorize et c'est bon, ça passe. Alors, il faut faire hyper attention quand même. Voilà, il y a des gens qui se posent des questions, hein, et c'est super, mais il y en a parfois où ils ne font pas très attention et ça peut... voilà, il faut quand même penser à mettre les bons contrôles derrière. Donc voilà, et pour les routes qui ne nécessitent pas d'authentification, et ben effectivement, ce qu'on fait, c'est on met ce pré-authorize permit all. Et on peut même mettre un petit commentaire. Voilà, nous, on ne le met plus dans mon projet parce qu'on connaît ce standard. Mais ça peut être utile. On prévient, cette route, par exemple, c'est une route ouverte à tous et ça retourne de la donnée publique ou je ne sais quoi. Et donc, on peut mettre un permit all. Ce qui est cool et dur aussi, c'est à TO2, on ne fait pas que du Spring Boot, on fait aussi du Symfony notamment, et donc on a eu l'occasion de bosser sur des projets en Symfony. Et en Symfony avec API Platform, je ne sais pas si vous le savez, est-ce qu'il y a des gens qui font du Symfony ici? Ok, ouais, une petite dizaine de mains.
Eh ben, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous créez une entité avec API Platform, ça vous crée directement toutes les routes qui sont associées. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire un get sur, je sais pas, si c'est product, ça va être les get sur le product, le post, etc. Mais même le delete. Donc, toutes vos routes CRUD vont être créées. Et donc, si jamais il n'y a pas eu de contrôle d'accès spécifique qui a été mis, eh ben, le delete il sera accessible à tous sans authentification. Donc, c'est aussi problématique. Et donc, j'ai un de mes collègues qui a aussi créé un outil. Il est justement en train de parler dans l'amphithéâtre de sécurité. Et donc, il a créé un outil pour gérer ce contrôle d'accès sur Symfony, pour ses projets Symfony. C'est aussi open source. N'hésitez pas à aller checker sur vos projets, à le mettre dans votre CI, enfin à l'utiliser, c'est assez cool. Donc voilà, et sans API Platform, on a aussi un petit script qui est moins performant, mais qui est quand même assez intéressant à faire tourner. On utilise aussi du Django, donc pareil, n'hésitez pas à aller checker s'il y en a qui font du Django, vos routes, et à voir est-ce que votre contrôle d'accès il est bien implémenté. Voilà, ça c'est tous les liens qui sont disponibles. Et du coup, donc là, c'est cool, on a fait la catégorie numéro 1 de l'OWASP, mais derrière, il y en a encore 9. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la deuxième. La deuxième, c'est de la cryptographie. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser des trucs open source qui font ça très bien, de garder les standards de l'OWASP. Donc, actuellement, c'est plutôt de faire du Bcrypt ou de l'Argon 2. Enfin, voilà, garder des niveaux au standard, à l'état de l'art de la sécurité, mais de ne pas le faire vous-même. Et donc, normalement, il n'y a pas de faille dans vos applications. Et ensuite, il y a donc l'injection. Alors, souvent, on dit « Ah, mais l'injection, ça n'existe plus trop. Maintenant, sur nos projets, on fait du React, du Vue, on fait de l'Angular. Tout ça, ça encode par défaut. Donc, dans mon front, par exemple, plus de XSS. Voilà, ça, c'est pas possible parce que de toute façon, mon framework me protège. Alors, c'est vrai, c'est trop bien. Tous ces frameworks-là, ils nous protègent par défaut. Donc, c'est hyper intéressant de se poser la question en début de projet « Ah, est-ce que mon framework que je vais utiliser, il a une protection par défaut ?» Mais ça ne protège pas non plus de tout. Par exemple, je pense que vous l'avez déjà vu passer, les Dangerously Set Inner HTML. Donc ça, c'est un truc de React. Ça existe aussi en Angular avec les Unsafe Trust HTML. Je ne sais plus exactement. J'ai pas le nom de la route, mais en tout cas, enfin le nom de la méthode. Mais c'est aussi existant. Et donc, pareil, on a fait une analyse de cette faille quand elle s'est produite. Il n'y a pas si longtemps, il y a des développeurs qui codaient leur API, enfin qui codaient leur appli, et donc ils ont utilisé Dangerously Set Inner HTML parce qu'ils avaient besoin d'intégrer dans leur projet les commentaires Google du service. Bon, très bien, trop cool. Et dans la doc de Next.js, il y avait un Dangerously Set Inner HTML. Donc ils ont fait quoi? Ils ont copié-collé, évidemment. Et donc, on s'est rendu compte que ils étaient vulnérables parce que si quelqu'un mettait un commentaire Google avec du script dedans, ça se retrouvait sur leur application. Et c'était exploitable. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a créé cette petite lib qui s'appelle RISCSS qui permet de faire un linter. Donc, c'est super proche du développeur. Ça lui montre directement dans son IDE qu'il y a un problème et la bonne manière de faire. Donc ça c'est l'idéal. Hein. L'idéal, c'est de trouver une solution qui ensuite va être vraiment dans l'IDE directement du développeur, qui va vraiment lui pousser la bonne solution le plus rapidement possible. Ça peut être aussi avec des snippets de code dans vos projets, par exemple. Enfin, il y a plein d'autres méthodes. Mais l'idée, c'est pousser les bonnes practices directement le plus proche du développeur. Donc, comment ça marche derrière? On va aller regarder est-ce qu'il y a le Dangerously Set Inner HTML et est-ce qu'il y a de la sanitisation. On va parcourir les nœuds et donc se poser la question est-ce qu'on est bien protégé ou pas. C'est du code open source, n'hésitez pas à aller le regarder et à l'améliorer aussi si besoin. Et donc on l'a fait pour les projets Vue et React. Et il y a aussi, donc on aimerait bien le faire aussi pour les projets Angular. Mais c'est voilà, c'est dans
dans le backlog, un peu loin, et on espère que ce sera fait un jour, mais si jamais vous le faites chez vous, bah, avec plaisir pour aussi l'utiliser de notre côté, ou si vous connaissez des librairies open source qui peuvent faire ça, et ben c'est super cool. Il y a plein d'autres outils qui existent qui permettent d'automatiser votre sécurité sur vos projets. On n'a pas le temps de voir le top 10 de l'OWASP en 50 minutes, mais, et en plus c'est pas le but de cette conférence. Mais il y a plein de choses qui permettent justement d'aller comprendre quels sont les secrets qui sont dans le code, trouver les problèmes qu'il y a, faire de l'analyse dynamique aussi, dont on n'a pas trop parlé. Et donc je les ai mis dans un petit repo Awesome Security Automation. Voilà, n'hésitez pas aussi à y contribuer, à rajouter vos outils préférés. L'objectif, c'est justement la communauté tech, on arrive bien à se partager des bonnes practices. Et donc ça, c'est des super outils ensuite pour améliorer l'ensemble des projets. Donc, pour terminer, c'est quoi les takeaways de cette conférence? Si je veux que vous repartiez avec quelques idées, c'est il faut automatiser, c'est hyper important. Il existe des solutions gratuites, des solutions payantes, des solutions open source. Il y a plein de choses. Voilà, j'ai mis Snyk là aussi parce que je leur ai parlé il n'y a pas longtemps, donc c'est payant, mais c'est hyper intéressant aussi. Ils font plein d'analyses. Il y a GitHub Advanced Security aussi qui vous propose plein de solutions qui sont très bien aussi. C'est pas donné, mais ça augmente aussi le niveau de sécurité de votre application. Donc c'est toujours cet équilibre entre ce que vous investissez en temps, ce que vous investissez en argent, et puis ce que vous avez derrière. Et juste faire tourner SameGrep là, après ma conf sur votre projet, ça vous permet déjà d'avoir une idée des problèmes qu'il peut y avoir. Deuxième key takeaway, c'est il y a plein de failles qui existent. On a vu, le top 10, c'est déjà énorme. Et en plus, le top 10, c'est des catégories. Donc, en dessous, vous avez encore plein d'autres choses à gérer. Et donc, le seul moyen de vraiment bien sécuriser son appli, c'est de mettre tous les acteurs ensemble et de chercher vraiment quelles sont les failles, de faire des go-and-see avec vos équipes et avec des experts sécu et avec du métier. Et c'est comme ça qu'on trouve les failles et qu'on peut en faire quelque chose ensuite. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé les failles, il faut les analyser pour pas qu'elles reviennent, pour trouver une méthode pour l'éradiquer jusqu'à la fin du projet. Et donc pour ça, un super outil, c'est le QRQC. Ça permet d'analyser et de comprendre pourquoi c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé jusqu'en prod. Et donc de former les équipes et de mettre en place les bons outils pour améliorer votre projet. Voilà, merci beaucoup. J'ai juste quelques annonces. Donc je suis super chaud pour que vous m'envoyiez vos feedbacks. Il y a un open feedback qui est créé par le DevFest Lille. Sur Android, il n'y a pas la boîte commentaires sur l'application, mais il y a sur le web et sur iOS. Donc voilà, mettez-moi aussi des commentaires, dites-moi ce qu'il faut que j'améliore. Je serai hyper contente. Ça me permettra aussi de faire des QRQC pour analyser ce qu'il faut que j'améliore dans ma présentation. Avec mon équipe de sécurité, on écrit une newsletter qui sort toutes les 3 semaines, donc pas trop souvent, mais quand même assez pour que ce soit intéressant. Où on parle de failles de sécurité qui sont arrivées et pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé et qu'est-ce que les développeurs auraient pu faire pour éviter que ça se produise. Là, la dernière, par exemple, on a parlé de Microsoft AI Health Bot. Donc c'est un bot Microsoft où on pouvait récupérer des données des patients. Et donc, voilà, mon écrit, il y a la prochaine qui sort dans 2 semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi. Dernière petite annonce, avec Paul, mon collègue qui est en train de parler dans l'amphithéâtre, on écrit un livre qui s'appelle « Il était une faille », où on raconte justement des histoires qui sont arrivées pour de vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces failles. Et en fait, le meilleur moyen que vous formiez ensuite les gens de votre équipe, c'est de leur dire « Ah, mais tu vois ce que tu as introduit là ?» Eh ben, c'est arrivé à Amélie.fr, c'est arrivé au gouvernement français, c'est arrivé à Microsoft, et voilà ce qui s'est passé. C'est arrivé à telle entreprise qui finalement a coulé derrière. Et donc, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, et du coup, s'améliorer dessus.
Donc ça sort en automne 2024. Voilà, on en parlera. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux aussi pour être tenu au courant de cette sortie. Et dernière chose, si vous voulez mes slides, n'hésitez pas, elles sont accessibles ici. Voilà, merci beaucoup.